suis très heureux d'être avec vous. Je suis effectivement le directeur général du CICR et je suis heureux de pouvoir partager un moment avec vous. Je vais prendre une demi-heure à peu près pour poser quelques éléments et vous dire quelle est la perspective aujourd'hui du CICR par rapport au monde dans lequel on vit et surtout quels sont les défis auxquels on est confronté. Et puis j'aimerais bien, je me réjouis d'avance de vous entendre ensuite pour avoir un peu le temps de discuter. Peut-être le premier élément que j'aimerais partager avec vous, et prenez-le vraiment comme un élément qui est d'une organisation qui travaille en étroite proximité avec les gens. Nous, notre force, c'est au fond d'être une organisation qui cherche à être proche des gens, là où ça se passe, dans les conflits les plus difficiles. Vous le savez, mais vraiment ayez ça en tête. Ça veut dire pour nous que ça ne suffit pas d'être juste à Damas, si vous prenez la Syrie. Ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être à Alep, puisqu'on parle d'Alep aujourd'hui. Mais c'est la même chose au Sud-Soudan, c'est la même chose en Afghanistan, en Palestine, au Yémen, où on cherche à être le plus proche possible des gens. Et ce que je vais vous amener, c'est une perspective qui vient justement de ce qu'on voit quand on est proche des gens. C'est une perspective. On peut en avoir d'autres, mais prenez-la comme telle. La première chose qui est très frappante actuellement, quand j'entends mes collègues, quand je vois ce qui se passe dans le monde, c'est que la crise économique, dont on parle beaucoup ici, dont on sent parfois les conséquences, c'est une crise économique qui a une conséquence dramatique dans les conflits. On oublie souvent que la guerre, on pense à la violence, à juste titre, mais on oublie simplement qu'il y a des gens qui cherchent à vivre et qu'un de leurs enjeux principaux, c'est évidemment d'avoir des moyens pour pouvoir le faire. Et je peux vous dire que depuis 2008, depuis la grande crise financière, mais aussi économique, dans la plupart des pays où on travaille, la situation s'est aggravée économiquement. Par exemple, le prix des biens de base, le riz, le blé, a augmenté très sensiblement. Il y a eu un peu de baisse depuis, mais en général, les prix restent très, très élevés pour les gens. Prenez l'exemple de la Syrie. Une des grandes questions sur la Syrie, après 5 ans et demi de guerre, c'est comment est-ce que les gens font pour continuer simplement à avoir de l'argent, des moyens, pour juste aller acheter, par exemple, l'huile ou le pétrole qui est nécessaire pour chauffer la maison. Le prix du baril aujourd'hui, dans la région d'Alep, c'est à peu près $400, le baril. D'accord ? Vous donnez un ordre de grandeur. On le paye 40 à 50 ici. 10 fois supplémentaire. C'est vraiment un élément que vous devez tenir en compte. On oublie toujours cette perspective-là, mais nous, on est confrontés à des gens qui sont dans une recherche de survie, d'abord économique, qui est absolument dramatique. Ils sont souvent aidés, d'ailleurs, il faut que vous le sachiez, par, au fond, leur famille qui a migré. C'est très frappant, la Somalie, par exemple, c'est 30 ans de guerre, 80% aujourd'hui, au fond, des moyens pour les Somaliens et Somaliennes de vivre en Somalie vient, en fait, de leur diaspora. Donc n'oubliez ça jamais, quand on voit la question migrante avec toutes les questions que ça nous pose ici, mais n'oubliez pas non plus ce que ça veut dire sans doute pour ces gens. Donc première chose, une crise économique qui vraiment frappe, qui nous frappe tous, mais qui frappe évidemment encore plus fort dans les conflits armés. La deuxième tendance, et je vous dis ces tendances-là parce qu'évidemment elles affectent tous les gens dans tous les conflits. Elles nous affectent nous aussi. Et donc avant de parler des défis, il faut comprendre un tout petit peu les grandes tendances qui vont rester avec nous. La deuxième grande tendance, c'est au fond une tendance politique. On vit actuellement clairement un monde où il y a une absence de convergence, d'accord entre les nations. C'est évident, on le voit. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on voit aujourd'hui que les États-nations n'arrivent pas à construire des solutions collectives à moyen et long terme. Elles arrivent ponctuellement à se mettre d'accord sur des choses très précises, mais aujourd'hui, elles n'arrivent pas à trouver des solutions. Et ce qui est le plus frappant, évidemment, c'est les conflits. Les conflits, ça reste extraordinairement difficile à trouver des solutions. Vous avez actuellement la Colombie, et aujourd'hui, alors est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un jour où le peuple colombien va voter pour l'accord entre les FARC, groupe de rebelles, et le gouvernement. Mais j'aimerais vous dire, ceci est l'exception qui confirme la règle. C'est extraordinairement rare de voir des guerres qui réussissent à se résoudre à l'intérieur avec, au fond, les partenaires, les gens qui étaient en conflit eux-mêmes. C'est très très rare. De nouveau l'exemple du Moyen-Orient, mais je pourrais prendre le Sud-Soudan, je pourrais prendre la Somalie. C'est des conflits qui ne vont pas se résoudre sans l'aide de la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Et c'est des conflits qui doivent se résoudre politiquement. L'autre chose qu'on a appris, nous, au CICR, c'est que les conflits ne se gagnent pas militairement. Ils ne se gagnent pas. Il y a un seul conflit historiquement qui s'est terminé
dans l'histoire moderne, un seul conflit interne, c'est le Sri Lanka, à un coût humain dramatique. Dramatique. Tous les autres conflits qu'on connaît aujourd'hui, c'est des conflits qui ont 10, 20, 30, 40 ans, et je vous annonce, ils vont continuer. Il faut donc trouver des solutions politiques. Elles ne se trouvent qu'au niveau international, au niveau du Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, il y a effectivement, pour plein de raisons, pas de convergence. Et c'est très important quand on est un humanitaire, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas dans la même logique. Aujourd'hui, la souveraineté des États, par exemple, est considérée comme un tabou absolu. Et donc, prenez un exemple très concret qui m'a beaucoup frappé récemment, c'est le Burundi. La Somalie, le Yémen, ou encore plus la Syrie, vous dites qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux liés au terrorisme, et tout, ou à la limite, vous pouvez dire, on ne comprend pas, mais on peut imaginer pourquoi il n'y a pas d'accord. Mais le Burundi, petit pays, dans les Grands Lacs, petit pays où on a un problème relativement clair, qui est un problème politique interne, avec un gouvernement et un président qui veut continuer, qui veut pousser, comme ça arrive souvent, un mandat supplémentaire malgré la Constitution, et qui force le passage. Et au fait, immédiatement des crispations entre les communautés, c'est surjoué, évidemment, par certains, avec un risque énorme, si vous connaissez les Grands Lacs, que ça soit quelque chose de dramatique, non seulement pour le Burundi, mais pour la région. Vous avez la communauté internationale qui se mobilise, l'Union africaine qui vraiment fait un travail très intéressant de diplomatie, vous avez la volonté d'envoyer des soldats pour qu'ils viennent calmer le jeu, si on peut dire ça comme ça. On articule le chiffre de 5000 qui sont prêts à aller. Et le Burundi dit non, c'est mon problème. Et ce qui est fascinant dans le monde d'aujourd'hui, c'est que c'est possible. C'est que le Burundi, à la fin de la journée, gagne. Donc ayez ça en tête, on est dans une période où effectivement la souveraineté des États aujourd'hui est plus importante, au fond, comme concept, que finalement de préserver la santé des gens. Et c'est un enjeu auquel on doit pouvoir travailler. Donc le deuxième grand enjeu, à part l'enjeu économique, c'est un enjeu politique, où on ne va pas, dans les années qui viennent, malheureusement, avoir une convergence entre les États pour nous permettre de construire des solutions globales. On le voit aussi sur des questions comme la migration, d'ailleurs, ou même sur le climat. On a eu COP21 à Paris, mais on voit bien qu'on a des enjeux aujourd'hui qui sont essentiels. Le troisième enjeu qui nous affecte beaucoup, c'est un enjeu qui n'a rien à voir avec la politique ni avec l'économique, mais avec les gens. Avec, au fond, la fabrique sociale, j'allais dire, entre nous tous. Et nous, ce qu'on constate au CICR, et je dirais plus généralement, nos collègues de la Croix-Rouge le sentent aussi partout dans le monde entier, c'est qu'au fond, aujourd'hui, la confiance est devenue une denrée plus rare. Prenez la confiance comme une denrée. Et qu'au fond, on est dans un monde qui est en train de bouger gentiment mais sûrement, où au fond, l'individu, nous, on fait déjà moins confiance à nos institutions. Alors ça, c'est vrai partout. Il y a quelques exceptions, mais en général, tous les sondages le montrent depuis une dizaine d'années, la confiance que les gens, que vous faites, que nous faisons aux institutions baisse, et ceci dans tous les pays, dans tous les continents, à des degrés divers, mais c'est quand même assez impressionnant à voir. Le deuxième, ce qui est très frappant, c'est que la confiance entre les gens a tendance à diminuer. Et qu'aujourd'hui, le mode par défaut, j'allais dire, est un mode un peu de défiance. Et on le voit très clairement au CICR. Au CICR, imaginez, notre travail est basé sur la confiance. Nous, on vient avec un enseigne, une emblème, la Croix-Rouge. On a besoin que les gens pensent que quand on vient pour faire des choses qui sont bien, qui sont correctes. On représente quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on sent que les gens nous disent « Vous êtes la Croix-Rouge, ok, mais prouvez-moi que vous êtes indépendant. Prouvez-moi que vous êtes impartiaux, que vous êtes bon, que vous êtes pertinent. » Et donc, un des enjeux qu'on a, nous, et on n'est pas les seuls, c'est qu'on est constamment à la recherche de démontrer, au fond, qu'on est un acteur neutre, indépendant, impartial. Et cette réalité-là, avec nous, vraiment, j'insiste, dans tous les continents, elle est beaucoup liée, je pense, aussi au comportement des gens qui évoluent, à votre comportement, au mien aussi, qui fait qu'évidemment, les nouvelles technologies ont beaucoup d'éléments positifs, elles ont aussi 2-3 éléments négatifs. Et le fait que chacun, aujourd'hui, ait son opinion à travers son téléphone mobile, par exemple, ou à travers Internet, check, contrôle, fait son propre opinion, regarde, compare, évidemment, change aussi un tout petit peu le comportement des gens. Et on le voit partout. Donc ayez ça en tête, la crise économique, j'allais dire la crise politique, et quelque part l'absence de confiance sont des choses qui aujourd'hui, en général, impactent énormément l'ensemble des pays et des gens, et évidemment les acteurs qui travaillent dans ça.
Ça, c'est pour les grands, j'allais dire, les grandes tendances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un acteur comme le CICR? Alors, un mot peut-être sur le CICR rapidement. Vous le savez, le CICR, nous sommes les fondateurs, les heureux fondateurs du mouvement de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Aujourd'hui, c'est 16 000 employés, à peu près 16 000, presque 16 000, qui travaillent dans 84 pays dans le monde. Notre siège est à Genève, juste là. On travaille en étroite collaboration, comme vous le savez, avec le musée. On a à peu près 1000 personnes à Genève. À Genève, le travail principal, c'est évidemment de diriger l'organisation. On a un gros travail de diplomatie humanitaire. On a un gros travail aussi de droit. On a ce mandat extraordinaire qui n'est pas seulement un mandat d'agir, mais aussi un mandat de penser et de développer le droit international. Donc ça, c'est vraiment le travail de Genève. Et sinon, on a nos équipes dans 84 pays. Et au fond, on travaille évidemment en étroite collaboration avec nos collègues des Croix-Rouges ou Croissants-Rouges locaux, qui sont clés dans notre réponse. Le premier défi, et c'est un défi qui est avec nous depuis longtemps, mais qui se complexifie actuellement, qui devient de plus en plus difficile pour nous, c'est de maintenir, au fond, une étroite proximité avec les populations affectées. C'est l'accès à ces populations qui est difficile, et surtout, c'est de maintenir l'accès. Ne pensez jamais qu'un accès à une population, c'est vous allez une fois et vous sortez. Cette période-là est finie. L'idée d'un humanitaire pompier, vous imaginez un peu les pompiers, il y a le feu, on arrive, tac, pimpon, hop, on rentre, clac, on fait, on répare et on sort. Cette période-là est terminée. On ne peut plus rentrer dans un pays en guerre si on n'a pas déjà été là avant. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre les gens, il faut être avec eux avant la crise. Il faut comprendre les évolutions. Sinon, vous n'avez aucune chance d'entrer. Je vous donne un exemple, qui est le nord-est Nigeria. Vous avez aujourd'hui un des conflits les plus violents, les plus durs, qui est évidemment très peu rapporté, qui est au nord-est de cet immense pays qu'est le Nigeria. Vous en entendez parler parce que vous entendez parler de Boko Haram. Boko Haram, c'est un des groupes, c'est le groupe principal qui aujourd'hui, au fond, met beaucoup de pression, mais qui se bat avec le gouvernement dans cette région-là du monde. Les chiffres sont toujours très difficiles et délicats. On pense qu'il y a en tout cas plus de 1,5 million, voire 2 millions de personnes déplacées. 1 million à l'intérieur du pays, le reste qui est sorti. Les gens, quand ils sortent du nord-est Nigeria, ils vont où? Ils vont au Niger. Au Niger, c'est pauvre. C'est vraiment pauvre. Donc c'est les gens qui n'ont rien, qui vont dans un pays où il y a encore moins. Ils vont au Cameroun, ils vont au Tchad, et ça affecte l'ensemble de la région, si vous regardez la région, quasiment depuis le Mali jusqu'en Somalie, avec les questions que ça pose. Nous, le CICR, ça nous a pris 4 ans pour pouvoir gentiment, petit à petit, développer une réponse. Et il y a 4 ans et demi, notre équipe au Nigeria nous a dit il y a quelque chose qui se passe au nord-est, il faut commencer. Et donc, pendant 4 ans, mes collègues, jour après jour, ils ont installé une présence, poussé les limites du possible, avancé doucement, se faire accepter, discuter avec les gens, comprendre les communautés, discuter avec le gouvernement, avancer, qui fait qu'aujourd'hui, quand la crise elle est maximale, on est en position de pouvoir y répondre. On est en position de pouvoir y répondre. Je vous prends un autre exemple, qui est la Libye, qui est un exemple par contre négatif. La Libye, le CICR n'a aucune expérience. Aucun d'entre nous connaissait la Libye, en fait simplement parce que la Libye était fermée. Ce n'était pas possible d'accéder en Libye. Il n'y avait pas de conflit non plus, pour être franc. Donc il n'y avait pas non plus de mandat pour nous. La Libye explose, on rentre en Libye, de tous les côtés, de Benghazi mais aussi de Tripoli. Aujourd'hui, 4 ans après, la Libye, on ne la comprend toujours pas. Ça reste extrêmement compliqué. Donc accéder, ce n'est pas juste dire physiquement vous arrivez, bonjour, vous asseyez et vous gardez les besoins, c'est de comprendre les relations de pouvoir, la fabrique sociale, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi votre intervention change ou pas quelque chose dans le pays. Aujourd'hui, la Libye, c'est 150 clans à peu près, c'est 3 gouvernements officiels qui se battent avec évidemment encore un enjeu régional et international. Juste de comprendre ça est incroyablement compliqué. Paradoxalement, aujourd'hui, le CICR en Irak, pour prendre un autre exemple, avec toutes les difficultés qu'on a, y compris avec une guerre violente, avec un groupe qui s'appelle, comme vous le savez, le groupe Islamic State, aussi Islamic State Group, qui est en fait le groupe d'État islamique, notre capacité à comprendre les enjeux est beaucoup plus grande. On a une profondeur historique, on connaît, on sait, on connaît les gens. Ça ne veut pas dire que c'est une assurance pour le succès, mais ça nous permet de pouvoir faire ça. Donc accéder est essentiel dans les pays en guerre. Et ce qui est important pour nous, ce n'est pas seulement l'accès en une fois, c'est de rester proche des populations pour comprendre leurs enjeux, comprendre l'évolution de leurs solutions, c'est souvent des gens qui trouvent des solutions, et surtout, ce qui est très très important pour nous,
c'est pour nous permettre de pouvoir discuter, dialoguer avec ce qu'on appelle dans notre jargon l'ensemble des acteurs du conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le CICR intervient, il cherche à parler, à dialoguer avec l'ensemble des acteurs qui contrôlent un territoire et les populations. Donc le gouvernement, mais aussi avec ce qu'on appelle les rebelles. Et nous, on le fait pour des raisons purement humanitaires, strictement humanitaires, mais aussi très pragmatiquement. Parce que si vous ne parlez pas à des gens, vous parlez à la moitié d'un conflit, ben, ce qui va se passer, c'est que l'autre moitié pense que vous êtes l'ennemi. Hein? Vous n'avez pas d'autre choix. Vous n'avez pas d'autre choix que de discuter avec chacun. Le problème qu'il y a, c'est qu'on vit un monde extraordinairement fragmenté. Hein? Aujourd'hui, les chiffres sont différents. Par exemple, en Syrie, les chiffres s'articulent entre, suivant les régions, 20 à 200 groupes armés différents. Mais ce n'est pas que la Syrie. Le Congo, par exemple, dans la partie d'Ituri et d'autres endroits, vous avez eu une explosion de groupes différents. Aujourd'hui, il y a des périodes où vous avez entre 50 et 60 groupes différents, souvent des mêmes groupes qui se divisent. Hein? Et pour chacun d'entre eux, vous devez vous asseoir, discuter, trouver des solutions. Donc, maintenir la proximité est indispensable. Et pour le CICR et la Croix-Rouge en général, ça veut dire, au fond, de le faire nous-mêmes. On ne fait pas ça à travers, au fond, des gens qui pourraient le faire en notre nom. Non, vous devez être là. Vous devez chercher à trouver les gens, écouter leurs histoires, leur promettre un peu de confidentialité, donner de l'information, pouvoir suivre, ça c'est très important de faire. Et là, pour une organisation comme le CICR, ça veut dire aussi faire en sorte que quand on fait ça, les risques, parce qu'il y a des risques, soient partagés entre notre équipe internationale et nos équipes locales. Très important. Imaginez-vous si vous étiez le patron ou la patronne du CICR, vous ne pourriez pas juste demander à vos équipes locales de gérer la proximité, pour des raisons évidentes. Et donc vous devez vous assurer que vos équipes internationales et locales, ensemble, puissent le faire. Mais là, premier enjeu tout de suite, proximité, c'est aussi des enjeux d'un monde qui change. De nouveau en Syrie, aujourd'hui, c'est 48 nationalités qui ne peuvent pas simplement entrer en Syrie, parce que le gouvernement n'aura pas de visa. Donc la réalité, ça veut dire un CICR qui doit aussi intégrer cette dimension-là. Compétences, bien sûr, mais aussi avoir les bonnes nationalités. Je vous signale d'ailleurs, un des éléments qui a changé, c'est qu'être européen aujourd'hui n'est plus automatiquement un visa pour pouvoir se balader dans le monde. Je ne sais pas si vous vous avez rendu compte, être européen, y compris suisse, votre monde se rétrécit. La Suisse, pays merveilleux, on le sait tous, est plus automatiquement perçu hors de ses frontières comme un gentil petit pays qui est totalement indépendant, éloigné de toutes les grandes questions du monde. C'est un pays qui a, par exemple, rappelez-vous peut-être, a voté, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les minarets, l'interdiction des minarets. Allez expliquer ça à quelqu'un au Pakistan ou en Syrie, que non, c'est pas vous, mais en fait, un petit peu, mais enfin bref. Hein. Si vous êtes danois aujourd'hui, je peux vous annoncer que la vie est compliquée. Et c'est des pays qui ne sont pas en guerre. Hein. Si vous êtes évidemment français, alors je vous annonce qu'actuellement, dur. Vraiment, faites attention. Si vous êtes anglais, évidemment américain, on n'en parle même pas. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même être un délégué du CICR, vous devez effectivement intégrer cette dimension-là parce qu'on travaille en transparence. On ne peut pas imposer l'action humanitaire. Hein. On doit en discuter. Donc ayez vraiment ça. Donc le premier élément pour nous, la proximité, l'accès qui a l'air tellement simple, tellement évident, ça reste paradoxalement aujourd'hui le défi le plus grand pour le CICR et pour les humanitaires. Le deuxième défi en temps de guerre, c'est évidemment la pertinence de notre réponse. C'est au fond l'adéquation de ce que nous amenons aux gens avec leurs besoins. Ça vous paraît aussi de nouveau l'évidence absolue, mais j'aimerais vraiment vous dire que ça devient aujourd'hui beaucoup plus important que s'il y était encore il y a quelques années. On a trop tendance souvent à penser qu'on peut construire la réponse à Genève, à Londres ou ailleurs et arriver et vous dire « vous avez besoin de ça, hein? Oui, oui, allez hop, clac, je vous le donne ». Non, aujourd'hui les gens ils comparent, ils regardent, ils sont attentifs, ils savent un tout petit peu ce qu'on fait. Je vous donne toujours cette anecdote parce qu'elle est une anecdote qui m'a beaucoup frappé il y a quelques années, mais qui me touche toujours beaucoup parce qu'elle dit beaucoup. En Somalie, il y a, comme vous le savez, la Somalie, c'est un pays qui est en guerre depuis 35 ans maintenant. Il y a très peu d'infrastructures, il y a peu d'investissements. C'est un pays où il y a une résilience de la population qui est juste incroyable. Mais en même temps, c'est un pays qui a peu de moyens vraiment de pouvoir faire la différence pour la population. C'est un pays qui est aussi, à part victime des conflits, qui est aussi victime en fait souvent de plusieurs éléments liés au conflit. Un pays très sec, qui est devenu encore plus sec, et puis c'est surtout un pays où il y a beaucoup d'ouragans. Hein, c'est au bord de la mer Rouge. Il y a 3 ans et demi, il y a eu un gros ouragan qui a frappé la Somalie, ça arrive relativement fréquemment. Et nous, le CICR, avec nos collègues du Croissant Rouge,
somaliens, on s'est déplacé de Mogadiscio jusqu'à l'endroit où il y avait eu cet ouragan. Ça nous a pris 4 jours. 4 jours pour mes collègues, très expérimentés. Pourquoi 4 jours? Ce n'était pas si loin que ça, c'est 220 km. Parce qu'il faut simplement négocier, passage par passage, clan par clan, avancer doucement, que les gens comprennent, vous laissent passer. Bref, mes équipes arrivent, ça fait 4 jours après, ils arrivent, ils sont reçus par la communauté sur place. En fait, c'est une femme qui est la chef de la communauté là-bas. Et elle les reçoit très durement. Pas de sourire, rien. Alors bon, nous, on est habitués, sachez-le quand même. Donc on est habitués depuis longtemps et on comprend que les gens ne nous disent pas merci, les gens sont en tension, c'est pas parce que vous amenez quelque chose que les gens doivent vous dire merci, ça on a bien compris ça. Mais là elle est particulièrement dure, elle est fermée et elle regarde l'équipe et elle dit « Vous êtes en retard, you are late ». Donc c'est quand même l'équipe qui va passer 4 jours, traverser les endroits difficiles et elle a un téléphone, petit téléphone, elle regarde, elle dit « Je viens de voir aux Philippines, il y avait un ouragan il y a 2 jours et vous avez mis 24 heures pour répondre ». Et en plus, ce que je regarde, c'est que je vois que votre hôpital que vous amenez, vos tentes, là, sont beaucoup moins belles, beaucoup moins grandes que celles que vous avez amenées aux Philippines. Vous ne nous aimez pas? En Somalie, il faut dire oui, enfin non, il faut être attentif, disons. Ça, c'est une réalité somalienne qui date d'il y a 3 ans et demi, mais c'est une réalité qu'on vit partout. Les gens ne sont plus dans une logique simplement de recevoir ce que vous leur amenez, et si vous leur amenez, ça ne correspond pas à la vérité, à leurs besoins. C'est fini. Vous pourriez dire tant pis pour eux, ouais, mais nous on doit faire très attention à ce qu'on amène, à la pertinence. Et la pertinence n'est pas justement des produits. La pertinence peut être simplement de passer du temps avec des gens. Aujourd'hui, par exemple, on voit depuis quelques années beaucoup plus de demandes que les gens expriment sur du soutien psychologique. Il y a quelques années, il n'y avait jamais des gens qui nous demandaient des choses comme ça à l'intérieur des conflits. Nous, on pensait que c'était après le conflit qu'on allait amener le soutien psychologique. Aujourd'hui, les gens nous disent on veut du soutien psychologique. Sans doute les gens ont aussi évolué dans leurs demandes, dans leurs besoins, mais aussi parce qu'effectivement, nous on entend sans doute mieux. On voit aujourd'hui des gens qui nous demandent, la Syrie c'est un bon exemple, le Yémen c'est un très bon exemple aujourd'hui, on est confronté à des gros enjeux par rapport au diabète, par exemple. Gros enjeux. Nous on n'est pas du tout équipés pour répondre à ces questions. Et donc on doit entendre ça, y compris entendre sur des enjeux sur lesquels on n'a pas de réponse, pour pouvoir ensuite aller la trouver, chercher, collaborer. Et donc la proximité, elle est indispensable, mais c'est aussi de construire de la pertinence. Et le choix qu'on a fait comme organisation au CICR et en général à la Croix-Rouge, c'est un choix de décider justement qu'on n'allait pas décider. Je m'exprime en 2 mots, ça veut dire qu'on a décidé au fond comme organisation d'avoir une très large palette de services. On n'a pas seulement des services pour l'eau, ou pour les enfants, pour les femmes, ou pour l'habitat. Non, on a choisi d'avoir une très large palette de services, ce qui est un cauchemar pour un directeur général, je peux vous dire, mais ça c'est un autre problème. Par contre, ce qui est formidable en termes de capacité de pouvoir articuler une réponse intelligente et contextuelle, qui soit en lien avec les besoins des gens, mais aussi avec les contraintes, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. De nouveau, la Syrie, un des drames de la Syrie, c'est que la santé est devenue un champ de bataille en Syrie. Pas seulement les hôpitaux qui sont bombardés. Vous pouvez très très difficilement amener aujourd'hui des médicaments en Syrie. Vous pouvez très très difficilement vous occuper des gens. C'est très dur. Aucune des parties au conflit n'a envie que vous le fassiez. On cherche tous les jours, on se bat, mais en même temps, on trouve d'autres solutions. Par exemple, en Syrie, le CICR fait un travail extraordinaire sur l'eau et la sanitation. Aujourd'hui, on peut dire qu'entre nous et le Croissant Rouge, je pense qu'il y a 2 tiers des gens en Syrie qui ont de l'eau grâce à nous. Parce qu'on arrive à le faire. Donc on va adapter notre réponse en fonction, au fond, de notre capacité et de nos capacités et des contraintes auxquelles on va faire et des besoins de pertinence. Donc proximité, pertinence sont vraiment les 2 défis les plus grands auxquels on est confronté. Il y a un 3e, mais je vais être assez rapide parce que sinon le temps va nous manquer, c'est évidemment l'évolution de la guerre et des questions que ça nous pose. On vit une période où toutes les nouvelles technologies que vous avez, qui sont formidables, elles sont évidemment aussi, elles influencent la façon dont la guerre est faite. Donc la première chose que vous voyez, c'est que la guerre est faite en distance aujourd'hui. Le champ de bataille, il est en train de changer. Vous avez un champ de bataille très classique dans les villes, dans les pays, vous voyez bien ça, mais les États qui font la guerre le font de moins en moins directement avec leurs propres soldats. Ils le font avec des drones, par exemple. Ils le font en distance, avec moins de soldats que par le précédent. Ce qui d'ailleurs doit nous faire réfléchir sur quand il y a ensuite des attaques qui se passent ici en Europe ou ailleurs, est-ce qu'on n'a pas des gens qui viennent aussi faire ramener le champ de bataille dans nos propres pays?
Pensez juste champ de bataille. Donc on a un enjeu sur la distance, sur ce qui est en train de se passer. L'autre grand enjeu qui va arriver très très fort, c'est l'intelligence artificielle. Sans faire trop compliqué, ce qui va se passer, c'est la première fois dans l'humanité, vous allez avoir des armes, sans doute des robots, qui vont être capables eux-mêmes, chacune de ces armes va être capable elle-même de pouvoir identifier et choisir si vous êtes un ennemi ou un ami. Le drone, encore aujourd'hui, il y a un être humain qui décide. Hein, oui, non, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton. Hein. Demain, l'évolution des armes fait que les armes seront évoluées et permettront, au fond, à l'arme elle-même, sur la base de son intelligence artificielle, de son expérience, à décider sur qui elle va tirer à quel moment. Donc l'être humain, l'humanité est en train de déléguer une responsabilité absolument fondamentale, qui est de choisir de tuer quelqu'un à des armes, à des robots. C'est en train de se passer maintenant. Et donc nous, le CICR, comme organisation, ce qu'on doit faire, c'est on est fondamentalement dans le présent, donc on doit pouvoir accompagner le présent, puis en même temps, on doit pouvoir envisager le futur. On doit pouvoir être en lien par rapport à ça. Et donc on a des équipes qui travaillent aujourd'hui sur ces questions-là. Et là, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir évidemment faire en sorte que les États, qui aujourd'hui ont tellement de peine à se mettre d'accord, que les États puissent, au fond, accompagner cette évolution-là, pas seulement technologiquement, mais aussi en termes de droit, en termes de référence. Donc la grande question elle va se poser, comment est-ce qu'on s'assure que ces nouvelles armes, par exemple, comprennent qui est un civil, qui n'est pas, comprennent qu'est-ce qu'est la proportionnalité. Et là, pour le CICR, c'est fondamental de pouvoir accompagner ça et pas de le faire tout seul. De générer du soutien qui ne soit pas seulement le soutien de la Suisse ou de la Norvège, mais aussi des grands pays, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique, l'Iran, l'Indonésie, le Brésil. C'est les pays clés dans le futur parce qu'ils doivent se sentir propriétaires de ces enjeux humains. Ce n'est pas les enjeux humanitaires, c'est les enjeux humains. Donc l'évolution de la guerre, c'est absolument un enjeu clé. Et nous, évidemment, on doit pouvoir gérer cette tension qui est d'un côté, quand on est en Syrie aujourd'hui, on vit une guerre qui parfois nous rappelle les guerres du Moyen-Âge, vraiment, avec des villes assiégées, avec une souffrance gigantesque, avec la violence vraiment de base. Hein. Puis en même temps, un monde qui évolue et qui prépare les cyber-attacks et le fait qu'on a de l'intelligence artificielle. Et ça, on doit vraiment pouvoir être capable de le faire. Le quatrième et le dernier défi, il y en aurait plein d'autres, hein, mais peut-être vous donner le quatrième défi, c'est par rapport à nous, et je pense aussi à vous, je pense que c'est un enjeu, c'est que dans un monde qui change, qui évolue, y compris par rapport à la guerre, je pense que c'est important qu'on soit à même de pouvoir se poser les questions sur nos propres représentations du monde et des autres, nos propres hypothèses. Et j'en partage deux avec vous. La première, c'est quand on pense victime. On pense les guerres, on voit les gens, on voit la souffrance, on dit c'est les victimes de la guerre. Et c'est une notion que j'aime de moins en moins parce que c'est une notion quelque part qui génère, et c'est juste, de la compassion, mais qui génère aussi un sentiment quand même que ces gens sont passifs. Ce sont les victimes qui attendent qu'on vienne les aider. Ceci ne correspond en rien à la réalité qu'on vit aujourd'hui. C'est les gens qui ont des opinions, qui sont parfois durs, qui cherchent des solutions, qui sont beaucoup plus intelligents collectivement qu'ils l'étaient il y a encore quelques années. Et donc, il faut vraiment qu'on pense à ces gens-là comme des personnes qui ont des identités multiples. Bien sûr, ils ont une identité de gens qui souffrent à un moment X, et c'est souvent très dur, mais c'est aussi des gens qui savent, qui aiment, qui vivent. Et c'est très important, vraiment, de pouvoir se mettre en cause par rapport à cette question-là, et c'est un des enjeux qu'on a, nous, puisqu'on est en interaction avec eux, avec elles, justement de se préparer à se faire qu'on est en interaction avec des individus qui ont des envies, qui nous utilisent parfois pour pouvoir trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment un élément indispensable, y compris dans notre langage. Donc vous verrez de moins en moins le CICR utiliser le mot victime. On va plutôt parler de personnes affectées, parce qu'effectivement, ce n'est pas que des victimes. Et d'ailleurs, souvent, les victimes sont parfois aussi des bourreaux. Donc c'est compliqué. Ce n'est pas juste un élément si simple que ça. C'est vraiment important de pouvoir être intelligent et intelligible dans ces éléments-là. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on communique l'humanitaire. L'humanitaire, c'est un secteur où, aujourd'hui encore, il y a l'écart le plus grand entre ce que les gens hors de ce secteur, hors des organisations, pensent que c'est et la réalité. Tout le monde pense encore aujourd'hui que l'humanitaire, c'est surtout de l'urgence. Il y a une crise, boum, on y arrive, il y a de l'argent, on se mobilise, et ça se passe. La réalité, c'est que ça se passe parfois de temps en temps comme ça quand il s'agit de désastres naturels. Ça peut arriver comme ça, mais la plupart du temps, vous vous situez dans des dynamiques qui durent
Si je vous pose la question, quand est-ce que l'urgence a commencé ou fini en Afghanistan, au Sud-Soudan, en Palestine, en Syrie, en Irak, au Congo, aux Philippines? Je ne sais pas, moi j'ai la peine à vous dire quand est la dernière urgence. Je veux dire, vous aurez donc des situations qui aujourd'hui se déroulent sur des années, parfois des décades, des décennies. Et donc ça veut dire comme humanitaire, aujourd'hui, la réalité elle est claire, si je vois le CICR, c'est qu'aujourd'hui nous ne partons plus des pays. Nous restons souvent très longtemps. Et ça veut donc dire notre façon de nous intégrer, de comprendre, de travailler, les techniques qu'on va utiliser évoluent. On n'est pas des acteurs du développement, on ne le sera pas, on n'a pas du tout le même agenda, mais on est des acteurs humanitaires qui restent radicalement neutres et impartiaux, et en même temps qui doivent intégrer le fait que notre mission, notre action se déroule sur des années. Et donc ça veut dire que comme organisation, petit à petit vous devez évoluer dans votre façon de faire. Nous sommes une organisation qui planifie, parce qu'on doit planifier, l'humanitaire aussi, l'urgence se planifie, c'est vrai, c'est incroyable de penser ça, se préparer, mais plus sur une année, mais sur des années. Ça veut dire qu'on doit intégrer des éléments aujourd'hui qui sont clés, de microcrédit par exemple, toute la question d'argent plutôt que de besoin. On doit réfléchir aujourd'hui par rapport à des collaborations avec le secteur privé, pas parce qu'on les aime ou parce qu'on veut du soutien, parce qu'on veut que le secteur privé comprenne que demain, ils vont devoir investir dans l'instabilité. Le monde dans lequel le CICR vit va demain être votre monde. C'est ça qu'il faut que vous vous rendiez compte. C'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde qui est un monde de violence, il y a aussi des choses intéressantes dans le monde de violence. C'est un monde, avec l'instabilité qui est générée, c'est un monde qui va vous influencer de plus en plus. Vous, dans vos logiques. J'annonce pas de la guerre en Suisse, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que j'annonce simplement, c'est que la vulnérabilité qu'on voit en Syrie, elle vient chez vous aussi beaucoup plus vite. Et elle a de l'impact sur la politique, on le voit tout de suite ici pour des raisons évidentes. La migration ne va pas se terminer, elle va continuer. Ça va être un enjeu majeur, complexe. Et ça va continuer à nous influencer. Et donc, l'idée qu'il y a des mondes différents, qu'au fond, nous, les humanitaires, s'occupons du monde là-bas, très très loin de chez nous, je vous annonce que cette idée-là, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer. Oui, bien sûr, on a des responsabilités là-bas, dans les pays d'origine. Mais on va devoir réfléchir de plus en plus comment est-ce qu'on travaille avec la Croix-Rouge genevoise, par exemple, ou avec d'autres, localement, pour pouvoir effectivement voir les impacts que la vulnérabilité, j'allais dire, la globalisation de la vulnérabilité se pose. Et je pense que ça, c'est un des enjeux auxquels on va être confronté de plus en plus. Et donc, c'est vrai, le secteur privé, les gouvernements, vous, on doit réfléchir aujourd'hui à s'inscrire dans une logique où il y a des choses qu'on veut préserver fortement, et en même temps, il y a des choses sur lesquelles on doit innover. Et je pense qu'une des choses sur lesquelles on doit innover, c'est qu'il y a une réalité, en particulier le secteur privé va devoir s'habituer à travailler dans des endroits instables. Et quand je dis s'habituer, ça ne veut pas juste donner un peu d'argent. Ça veut dire créer des emplois, par exemple. Si on revient à ça, ça veut dire recréer de l'économie dans des environnements très compliqués. S'il n'y a pas d'emplois qui sont créés demain en Jordanie, en Liban, sans parler de la Syrie, je peux vous annoncer que la plupart des gens qui sont aujourd'hui parqués en Jordanie et en Liban en attendant que les choses se passent mieux en Syrie, si rien ne se passe mieux, ils vont quand même venir chez nous, il n'y a aucun doute. Et donc, si vous voulez les laisser là-bas, faire des grands murs ne servira à rien. Il faudra trouver une façon de pouvoir, au fond, les intégrer, et ça veut donc dire penser différemment l'économie, la politique, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'humanitaire, nous, on doit pouvoir contribuer à ça. Voilà, mesdames et messieurs. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. On n'entend pas trop parler, mais j'ai cru comprendre qu'il y a malheureusement pas mal, ou de temps en temps, il y a les collaborateurs, soit du CSR ou soit des membres des fédérations qui sont pris en otage dans différents endroits du monde. Je voudrais savoir comment est-ce que vous gérez ça, des situations très délicates, sachant qu'évidemment vous voulez continuer vos activités sur le terrain. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un des grands changements. Il y a toujours eu des prises d'otages. Depuis une vingtaine d'années, il y a des pays qui pratiquent la prise d'otages. Depuis toujours. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les prises d'otages durent beaucoup plus longtemps. Si je prends l'exemple du CICR, je suis le directeur général du CICR depuis 6 ans et demi maintenant à peu près. J'ai passé seulement 4 mois sans otages. Sur plus de 6 ans. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire aujourd'hui qu'on a des crises qui durent de prise d'otages. On a des collègues qui ont été pris en otage en Syrie et nous n'avons pas réussi à les sortir depuis 3 ans. On a quelqu'un qui est au Yémen actuellement, ça fait 9 mois, bientôt 10 mois qu'elle est prise d'otage. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Ça veut dire aujourd'hui sortir les gens
reste extraordinairement difficile et très compliqué. Et c'est vrai, il y a une tendance lourde qui fait qu'il y a des acteurs du conflit qui ont simplement pas envie d'avoir des observateurs. Je pense que c'est un enjeu. On voit que les journalistes aujourd'hui, commencer par les journalistes, il n'y a plus de journalistes aujourd'hui dans les conflits, très très peu aujourd'hui, parce qu'ils sont pris en otage ou tués. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu par rapport à ça, et c'est vrai que les humanitaires, on est sous cette pression-là. Comment est-ce qu'on règle ça? Nous, on a des protocoles extrêmement clairs. Il y a un des enjeux qu'on a choisi, nous, au CICR, c'est de nous occuper nous-mêmes de ça. Il y a très peu d'organisations humanitaires qui peuvent le faire, parce que ça veut simplement dire, pour être clair, par cas d'otage, c'est 30 personnes qui travaillent à plein temps. Pour donner un ordre de grandeur. Sur le terrain et sur place. Qui suivent ça. C'est quand même 30 personnes qui doivent suivre ça. C'est un énorme travail. On le fait simplement parce que on ne peut pas permettre que nos collègues, tout à coup, qui sont les délégués du CICR, imaginez, ils sont pris en otage et tout à coup, ils deviennent des citoyens de leur pays. On dirait non, c'est le pays qui s'en occupe. Ce serait dramatique. Parce que vous créeriez immédiatement des différences au sein de l'équipe qui a été prise. Évidemment, ce serait très injuste parce que si vous êtes danois, britannique ou syrien ou syrienne, évidemment, en fonction de votre nationalité, la réalité devient très différente. Donc nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on négocie avec les États immédiatement, qui sont de nos collègues, puisque nos collègues ne sont pas tous suisses, comme on le sait. On négocie pour pouvoir en fait prendre le contrôle de ça. Donc on a le contrôle, nous, de l'opération, tout de suite. C'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on a un très gros travail avec les familles. Les familles sont clés dans la question des otages. La question des otages, c'est très très douloureux, c'est très long, c'est très compliqué. Vous passez par des hauts et des bas. Nous, on doit faire en sorte que les familles croient qu'on va trouver une solution, qu'elles se sentent vraiment en lien. Les familles ont des attitudes très différentes. Il y en a qui sont très actives, d'autres qui n'ont plus envie d'en parler. Les familles sont, comme vous le savez, souvent pas si simples que ça. Elles ont des avis divergents, elles sont parfois diffuses, les familles aussi, mais on doit gérer ça. Et puis le troisième, c'est évidemment gérer les solutions, puisqu'on est une organisation qui ne cherche à ne pas payer, qui ne paye pas, et donc avec toutes les questions que ça pose. Et quand vous ne payez pas, ça pose plein de questions sur votre capacité à trouver les personnes qui vont vous soutenir, à mettre les liens nécessaires. Ce n'est pas juste sympathique, vous devez vraiment trouver des solutions les plus intelligentes possibles. Et puis un quatrième élément, évidemment, c'est qu'on a tout un travail de formation. Quand même, on a aujourd'hui des gens assez pointus qui peuvent pouvoir nous équiper, parce qu'on doit vraiment gérer ça nous-mêmes. Voilà. Donc moi, je gère par exemple aujourd'hui encore 2 cas de crise directement, donc une en Syrie et une au Yémen. Et puis c'est vrai qu'on a eu énormément, on a eu récemment au Mali une crise assez sérieuse, on en a eu une encore récemment aussi au Congo. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, pour les organisations humanitaires, c'est un des enjeux majeurs, et je vois le problème de la sécurité étant comme un enjeu qui va devenir de plus en plus complexe, parce qu'elle nécessite, au fond, que les organisations s'équipent pour pouvoir le faire de plus en plus, ça c'est sûr. Surtout la prise d'otages. Et c'est vrai qu'on voyait les chiffres aujourd'hui en termes de sécurité, paradoxalement, il y a moins d'incidents de sécurité, il y a moins de morts, je fais toujours attention à ça, à l'exception de la Syrie, où c'est absolument dramatique. Il y a quand même 53 de mes collègues du Croissant Rouge syriens qui ont été tués. C'est énorme, si vous pensez à ça. C'est le plus grand nombre de tués dans une Croix-Rouge ou Croissant Rouge depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça vous dit quelque chose aussi. Mais à part ce cas dramatique, en général, le nombre de morts a une petite tendance à baisser, mais c'est sans tenir compte de la question, par exemple, des otages, qui alors là est très très lourd à gérer, c'est vrai. Merci beaucoup pour votre panorama extrêmement clair et précis de, j'allais dire, la situation mondiale actuelle. À l'époque de Jules César, je crois qu'il y avait à peu près 50 millions d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, on est bien des milliards. Est-ce qu'au-delà ou au-dessous de tout ce que vous nous avez expliqué, il n'y a pas un danger encore beaucoup plus grand qui est celui de la surpopulation, tout continent confondu? Combien d'heures on a, Roger? Il y a des avis très divergents sur, au fond, à quel moment on va atteindre un pic, et est-ce qu'on arrive dans une période où finalement on va stabiliser. Donc là, il y a des avis divergents. Là, vous avez entièrement raison, ou je partage en tout cas ça, c'est qu'on vit aujourd'hui un enjeu de démographie et qu'on a simplement et de mobilité. Voilà. Et je pense qu'avec nos différences de richesse, mais nos différences aussi de terres arables, on vit vraiment des bouleversements sociaux qui sont extrêmement importants et que les gens juste ne comprennent pas. Si vous prenez l'Est africain, par exemple, c'est très très intéressant de voir au fond que vous avez des populations entières qui sont en train de descendre avec leurs troupeaux à cause simplement de la sécheresse. Si vous regardez la Syrie, on peut même regarder la Syrie, il y a des enjeux qui aujourd'hui sont complètement évanouis par la question évidemment de la violence, mais il y a des enjeux aujourd'hui climatiques sur la Syrie qui étaient assez importants et sur le Moyen-Orient qui sont assez clés. Donc il y a un enjeu démographique mais qui est, je dirais, en même temps mélangé avec l'enjeu aujourd'hui de où est-ce que vous trouvez des terres arables, où est-ce que vous allez trouver du travail, et vous avez cet enjeu-là qui est à mon avis absolument indispensable. Et c'est vrai que, et c'est ce qui moi me fait souci
par rapport, entre autres, à la question européenne. Je trouve que la question démographique, elle devrait être beaucoup plus intégrée dans les réflexions de solutions globales. Et je ne dis pas en train de paniquer ou pas de réfléchir, mais prenez l'exemple de l'Europe, c'est très intéressant. Je suis très frappé de voir que la question migratoire, il n'y a aucun moment la question démographique qui entre dans l'équation. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais je suis frappé, au fond, de faire ça. L'Europe, c'est donc un pays, au contraire, où toutes les indications nous montrent qu'on est 500 millions aujourd'hui. Si ça continue comme ça, on va être 400 millions dans 50 ans, à peu près. Et avec une population, sur les 400 millions, on sera plus de la moitié de 65 ans. Ça s'annonce bien. Donc, en fait, on sait tous assez clairement qu'il nous faut à peu près, tous les démographes vous disent 2 à 3% à peu près de nouvelles personnes qui viennent jeunes, en termes d'immigrés dans notre région. Je parle purement démographique, je ne suis pas encore de ça. Et puis on sait très bien qu'en Afrique, il y a d'autres échanges qui doivent être faits. On pourrait se poser la question sur la question migratoire, de se dire, OK, de façon assez cynique, on doit avoir 5-6 millions de gens qui viennent en Europe par année pour simplement nous permettre de pouvoir tourner, entre guillemets. On les choisit, on regarde, on réfléchit. En tout cas, on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a un modèle à l'américaine, green card, est-ce qu'on va faire d'autres choses? Et en fait, on réfléchit à ces chiffres. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on soit capable de réfléchir à ces chiffres. Parce que ce qui m'inquiète, moi, aujourd'hui, sur la question migratoire, en ne prenant pas en compte la question démographique, on parle de chiffres qui sont tellement pas réalistes qu'au fond, ça fait en sorte que les États et les gouvernements actuels sont, je vous annonce déjà, ils vont tous être sous une pression énorme, parce que ça ne correspondra pas à la réalité. Moi, j'étais dans un parlement nordique il y a quelques semaines, sans dévoiler de grands secrets, où la commission de sécurité me demandait, porte close, monsieur d'accord, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que nous, dans les 2 ans qui viennent, on peut accepter 5000 ou 8000 migrants? Et je leur ai dit, vraiment, là, je dois vous dire, il vous manque un zéro, en tout cas un zéro. Il vous manque vraiment un zéro. Et je comprends que vous posiez cette question-là comme ça, mais faites attention, si vous pensez réellement que vous parlez de ces chiffres-là, vous allez être confronté politiquement à une situation intenable. Vous êtes en train de promettre aux gens des choses qui ne sont pas gérables. Et là, je ne veux pas être naïf. Le point n'est pas d'être naïf. Le point, c'est d'analyser, comme vous dites très justement, la question démographique, les enjeux, qu'est-ce que ça veut dire globalement pour, par exemple, un continent comme l'Europe. Mais ça veut dire être capable de penser continent. Et c'est ça le problème. La question démographique, tant qu'on pense pays, on est foutu. Parce qu'évidemment, c'est logique par rapport à un pays. Là il faut penser grands échanges. L'Afrique, par exemple, c'est fascinant de voir la démographie et de voir en fait les échanges qu'il y a entre les pays. Vous voyez très clairement où les gens sont en train d'aller. Ils vont dans les grandes villes, c'est clair. Ils vont là aussi où il y a les terres. On voit qu'il y a des enjeux liés à ça qui sont justement l'accès aux terres arables ou pas. On voit aujourd'hui qu'il y a des pays qui achètent énormément de terres. Les questions que ça pose par rapport à ça en termes de paysannerie, par exemple, en Afrique, avec une production très limitée. Donc on voit qu'il y a des 3, 4, 5 enjeux globaux et qui, pour l'instant, malheureusement, ont de la peine à être pris comme ça. Bonjour, merci beaucoup pour ces mots. Moi, j'avais une question au niveau des innovations technologiques. Alors, en fait, vous les avez présentées énormément comme challenge dans votre travail et je voulais savoir s'il y avait un moyen que vous pouvez les adopter à votre bénéfice ou si vous les avez adoptés à votre bénéfice. Merci beaucoup. Oui, c'est heureusement que vous me rappelez, sinon mes collègues me taperaient sur la tête, parce qu'effectivement, c'est pas que des défis. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très très positifs par rapport à ce que ça génère. Ça reste un défi pour nous d'être innovants, de pouvoir adopter des technologies. On en adopte beaucoup, qui sont très intéressantes, avec un enjeu pour nous qui est notre capacité ou pas à gérer les data, comme on dit. C'est un enjeu majeur pour une organisation comme la nôtre. Donc aujourd'hui, il y a énormément de nouvelles technologies très très intéressantes qui permettent par exemple de pouvoir enregistrer les gens très vite, qui permettent aux gens de pouvoir être en connexion avec nous très très vite, beaucoup plus vite qu'avant, qui, soyons clairs, coupent les intermédiaires de plus en plus. Donc vous êtes en lien très très fort avec beaucoup de gens et ça c'est une force extraordinaire. On a aussi des coûts qui diminuent dramatiquement sur les questions de la santé par exemple. Vraiment, ça c'est vraiment fascinant. En même temps, l'enjeu pour nous, c'est comment est-ce qu'on gère la protection des données. Et ça, je dois vous dire, on se gratte un peu la tête et on se tire les cheveux, vous avez qu'à me voir. C'est assez complexe, vraiment. J'ai pas de réponse à ce stade-là. Je vous dis en 2 mots pourquoi on se pose la question, parce qu'au CICR, notre travail d'assistance, mais de protection, surtout, on cherche à protéger les gens, il est beaucoup basé sur notre travail, notre capacité d'avoir des données des gens. Donc nous, on cherche, vous êtes au clair, on a des données, par exemple, encore aujourd'hui, de gens qui ont été emprisonnés, qui ont disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Encore aujourd'hui, d'accord? On est capable de les traiter aujourd'hui encore. C'est indispensable, parce qu'il y a des gens qui vont disparaître, vous n'allez pas trouver de nouvelles pendant des années, des décennies. Mais pour pouvoir trouver des nouvelles, il faut garder l'information, il faut pouvoir la chercher, et vous allez peut-être trouver une réponse 10, 20, 30, 40 ans plus tard. Et le travail de protection, vous le faites au quotidien. Donc par exemple, si moi je vais dans une prison aujourd'hui, je m'appuie sur, au fond, le travail que mes collègues ont fait hier,
il y a une semaine, un mois, une année. Et c'est cette force-là qui fait que je vais pouvoir suivre votre cas. Si vous êtes emprisonné, je vais pouvoir voir qui vous êtes, je vais pouvoir connecter votre famille. Ces données-là, elles sont clés pour nous. Clés, vraiment clés. Et évidemment, elles sont très importantes parce que vous m'avez fait confiance, vous m'avez donné votre donnée par rapport à votre vie. C'est tenu au CICR. Et ça, c'est le grand enjeu d'aujourd'hui, sur comment on les protège. Ça quand on parle de confidentialité, ça c'est strictement confidentiel. Dans un monde où aujourd'hui, tout est hacké très très vite, hein, comment est-ce que vous les protégez? Deux, comment est-ce que vous faites en sorte que vous pouvez les transférer d'un endroit à l'autre sans qu'elles soient interceptées, et la qualité de vos données aussi, parce qu'évidemment les nouvelles technologies, surtout les nouvelles applications, sont hyper intéressantes, mais elles sont assez compliquées en termes de se mettre d'accord sur le type de données et la protection des données. L'Europe, par exemple, il y a des grands enjeux pour nous en Europe actuellement en termes de loi, parce que l'Europe a des ambitions d'être très très transparent sur l'échange de données, à mon avis compréhensible quand il s'agit des flux financiers, un peu moins compréhensible quand il s'agit des humains, par exemple. Donc ça veut dire que nous, comme organisation, on doit intégrer les innovations, puis en même temps accompagner ça aujourd'hui avec une réflexion assez pointue sur les questions des données. Ouais. Pour prendre un exemple. Il y a de plus en plus de situations actuellement qui ne répondent pas ou plus à la définition du droit international de conflit armé. Je pense notamment aux situations dans les grandes villes, les conflits comme dans les villes de Rio, ou tout ce qui est situation, Other Situation of Violence, les OSV. Vous aviez parlé d'adaptation et d'adéquation de l'action du CICR. Comment est-ce que vous voyez justement l'évolution du CICR face à ces nouvelles situations ? Bonjour, donc c'est effectivement très juste. Hein. En fait, ce qui se passe, si on regarde ça, on a deux enjeux. On a un enjeu qui fait que malheureusement, la situation dans les conflits traditionnels reste dramatique, il faut quand même le dire. Hein. Je veux dire, l'Afghanistan demain va rester avec nous. Je ne crois pas que la Syrie va se calmer tout de suite. L'Irak, le Yémen, etc. Et là, on est classiquement dans des conflits où le droit international humanitaire s'applique, hein, avec toutes les questions que ça pose d'ailleurs, sur la capacité que les acteurs ont de l'appliquer ou de le faire appliquer. Mais là, on est tout à fait dans un environnement juridique, j'allais dire, qu'on connaît bien. Il y a un deuxième enjeu, par contre, et c'est très juste que vous le soulignez, on vit aujourd'hui des situations qui n'ont pas du tout l'air d'un conflit, où il n'y a pas de guerre véritablement entre, par exemple, un gouvernement et les rebelles, mais où le niveau de violence et les besoins humanitaires est très élevé. C'est très frappant, en particulier en Amérique latine aujourd'hui, en Amérique centrale. Hein. Si vous regardez le nombre de tués par habitant, aujourd'hui, vous avez l'Afghanistan qui reste très élevé, par exemple, mais vous avez très très haut le Salvador, aujourd'hui et le Guatemala. Et au Salvador, au Guatemala, vous avez des chiffres qui sont plus grands que pendant la guerre qu'ils ont vécue dans les années 90. Hein. Et donc là, c'est juste, comme organisation humanitaire, on ne peut pas juste dire non, ben, le droit ne s'applique pas, donc on ne s'intéresse pas à ces questions-là. Donc en fait, nous, notre choix, en faisant très attention avec ça, notre choix, c'est effectivement, on a quand même des indicateurs assez précis. On regarde, est-ce qu'on est confronté à une violence organisée qui est très élevée. J'insiste sur organisée, donc une violence armée organisée. Ce n'est pas la violence civile, ce n'est pas la violence conjugale, ce n'est pas les violences criminelles de base, mais on regarde quand même quelque chose qui est organisé. On regarde l'impact humanitaire sur les gens, sur la société, sur les systèmes. Hein. Et puis après, on regarde surtout, est-ce que nous, on peut amener quelque chose. Hein. Ça, c'est clair qu'on n'est pas dans une logique classique de conflit où on débarque le CICR avec toute sa panoplie. Là, est-ce qu'on peut amener quelque chose de particulier ? Et c'est vrai qu'on a fait plusieurs interventions et on continue à le faire dans des pays très différents. Vous mentionnez le Brésil, c'est vrai, on a fait un projet à Rio. On a travaillé avec les Brésiliens sur ce projet-là pour essayer de mieux comprendre et de faire le lien entre en fait, les gangs, les gens et au fond les autorités, et voir s'il y avait des liens qu'on pouvait faire. On travaille beaucoup au Mexique actuellement, au Salvador et au Guatemala, pour prendre ces exemples-là, où on fait un travail qui est très spécifiquement lié aux questions migratoires et entre autres aux disparus. Dans les situations de violence, les gens disparaissent dramatiquement. Il y a des enjeux majeurs aujourd'hui de capacité à pouvoir trouver les gens. Et nous, on a des équipes très très bonnes actuellement de forensic, donc de médecins légaux. Nous, on est devenus très très doués dans les questions très compétents dans les questions de médecine légale. Et ça, vous dites, mais pourquoi la médecine légale ? Ben, simplement, par exemple, le Mexique, je donne les chiffres, j'espère que j'ai juste, c'est en 3 à 4 000 cadavres de gens aujourd'hui sans identité dans les morgues. Et ils ne savent pas quoi faire avec. Mais j'étais en Italie mercredi, juste pour vous dire, c'est la même chose. Hein. Pour d'autres raisons, mais ils ne savent pas quoi faire. Il y a des centaines de cadavres de gens. Voilà. L'Italie vient de ressortir un bateau récemment, il y a 800 personnes qui sont morts, ils l'ont sorti, ben, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Qui, comment, où est-ce qu'on fait ? C'est très compliqué hein, pour les États de savoir comment gérer ça. Et nous, on a une responsabilité typiquement humanitaire. Là, c'est vraiment l'humanité. C'est-à-dire, on ne sait pas, on va essayer de trouver des solutions. Donc, on va aider, faire un travail de DNA, on a des experts pour faire ça. Et on va faire les liens avec les familles, surtout si on arrive à le faire dans les pays très difficiles.
Donc là, vous avez un CICR qui va venir faire un coup de main très important. Puis deuxième, très important, dans tous ces pays, au Mexique c'est un bon exemple, vous avez une Croix-Rouge qui est très forte, super, ils font un excellent travail. Et ce qu'on cherche à les faire, c'est à les aider, en particulier dans les endroits où ils sont confrontés à la violence. L'enjeu actuellement au Mexique, dans les régions du Nord, c'est que si vous prenez un blessé, donc en fait les ambulances au Mexique sont contrôlées par la Croix-Rouge, c'est eux qui font ça. Et actuellement au Nord, si vous prenez un blessé, vous le ramassez dans la rue, par exemple, vous avez un blessé, et vous cherchez ensuite à l'amener dans l'hôpital, parce que vous êtes en train d'appeler, vous dites, voilà, j'ai un blessé. Première question, c'est, est-ce que c'est un mec? Oui, c'est un type. Oui. Deuxième question, est-ce qu'il a une balle? Oui, ok, on ne le prend pas. Donc, par exemple, les ambulances, elles n'arrivent plus à amener les blessés dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont peur de prendre en fait des hommes jeunes blessés, parce qu'ils sont convaincus qu'au fond, les gangs vont venir les tuer dans l'hôpital. Donc là, vous devez travailler avec la Croix-Rouge, trouver des solutions, discuter avec les gangs. Et ça, le CICR peut amener son expertise de travail dans une situation très difficile pour que la Croix-Rouge, au fond, mexicaine, puisse petit à petit, au fond, gérer les relations de confiance, les discussions pour trouver des solutions. Donc oui, vous avez raison, c'est des endroits qui nous intéressent aujourd'hui et sur lesquels on doit, nous, apprendre. Et nous, on n'est pas un think tank, hein, le CICR. Nous, on comprend les choses quand on fait, quand on est, qu'on doit apprendre en étant en lien avec les gens. J'ai pas demandé. Quels sont les problèmes de coordination sur le terrain entre l'action du CICR et les nombreuses ONG qui également sont sur le terrain? Une très bonne question. Il y a de moins en moins de problèmes de coordination, madame. C'est particulier. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a de moins en moins de gens présents à l'intérieur des conflits. J'ai plus de problèmes de coordination, ou très peu, au Yémen, alors zéro. Mali, rien du tout. Pour prendre un exemple, Sud-Soudan un peu plus, il y a un peu plus de gens. Actuellement au Lake Tchad, nord-est Nigeria, il y a très très peu de gens. Donc en fait, il y a un enjeu aujourd'hui, c'est vrai. À l'intérieur des conflits, il y a moins d'acteurs, c'est clair. Il y a beaucoup d'acteurs dans les désastres naturels, toujours encore aujourd'hui. Avec ce qu'il faut quand même dire, et je crois que ce sera Pascal Mèche de la Fédération qui en parlera cet après-midi, avec les désastres naturels, il y a une bonne nouvelle, c'est quand même depuis 10 ans, il y a une réponse nationale et locale qui s'est nettement améliorée, hein, soyons clairs, ça c'est chouette de voir, ça c'est quand même très positif. Par contre, à l'intérieur des conflits, ça reste très compliqué. Donc aujourd'hui, ce que nous on a, la plupart des grands acteurs humanitaires, les organisations internationales, des Nations Unies, ce qu'on appelle les NGO internationales, à l'exception notoire de MSF, tous les autres, leur tendance, c'est qu'ils ont en fait outsourcé, comme on dit un mot un peu. Ils ont délégué, si on peut dire ça comme ça, la réponse à des partenaires locaux, voire vraiment très très locaux. Donc nous, on a relativement peu d'enjeux de coordination à l'intérieur. MSF reste l'organisation qui aujourd'hui a fait le choix de continuer à être à l'intérieur avec leur staff. Donc nous, on travaille très étroitement avec MSF. On est dans une phase où on est de nouveau très étroit parce qu'on doit, et on le fait alors avec plaisir, ils sont un acteur très important. Nous, les enjeux de coordination, ils sont plus, j'allais dire, au niveau globaux. Actuellement, il y a des grandes questions par rapport au développement et à l'humanitaire. Vous allez assister, madame, dans les 2-3 ans qui viennent, à la fin du développement tel que vous le connaissez. Vous allez voir que les budgets du développement vont beaucoup baisser. Il y aura énormément de pression dans les États européens par rapport au développement. Je pense qu'on va assister à ce que politiquement, il y a un tabou qui est tombé l'année passée, je pense, avec la question migratoire, où l'argent a été de plus en plus pris du développement pour, au fond, être utilisé à la maison pour gérer les migrants. On a vu ça en Suède, on a vu ça en Norvège, en Angleterre, ça vient en Suisse aussi bientôt. Et donc, on va assister plus à un enjeu, je pense, très important sur quel est le type d'action on veut financer à moyen terme. Donc, beaucoup plus que la question de la coordination, c'est au fond, est-ce que les humanitaires, par exemple, comme le CICR, est-ce qu'ils sont prêts à intégrer des stratégies à long terme pour pouvoir travailler? Si c'est ça, notre collaboration et notre coordination ne va pas être avec les acteurs humanitaires, elle doit être avec les acteurs locaux, sans doute de façon un peu différente que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça va être un gros enjeu sur, au fond, qui va faire quoi dans les années qui viennent. Et moi, je pense qu'on va assister à la fin, en tout cas, du développement tel qu'il a été défini depuis 30 ans, à peu près. Et on va voir d'autres choses se passer, hein, mais on va assister en tout cas à la fin de ce qu'on connaît depuis 30 ans. Merci, monsieur le directeur. Vous avez dit quelque chose de vraiment très important qui m'a frappé, à savoir qu'on ne peut pas imposer l'aide humanitaire. Et ça, c'est un message que vous faites aujourd'hui, depuis un certain temps, qui devient de plus en plus présent à tous les niveaux du mouvement. Et je peux vous dire que c'est un message qui me tient à cœur aussi. Et ça implique beaucoup de choses. Et on sait que c'est ça la voie. C'est-à-dire que le sommet, ceux qui voient, qui ont une vision globale, doit faire en sorte que le message de ceux qui voient arrive localement pour qu'on puisse avoir tous la même action. Et elle est coordonnée et ça commence à fonctionner ou ça fonctionne plutôt bien dans beaucoup de domaines. Il y a un domaine cependant dans lequel
je ne vous ai pas entendu parler, c'est celui de l'intelligence artificielle. Parce que si le CICR ne dit pas au monde quelles sont les lignes à ne pas franchir, quelles sont les choses à ne pas faire, voire à éviter de penser, parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent à ces armes. Il y a des scientifiques qui essayent de faire l'arme artificielle la plus parfaite. Mais il y a une limite, et vous savez très bien que ces questions d'intelligence artificielle se posent dans l'industrie automobile aussi. Il faut choisir quelle victime ou la catégorie de victimes dans laquelle l'arme doit faire un tri. Alors, est-ce que le CICR a réfléchi à comment pouvoir intervenir dans ce processus d'élaboration qui est au début, peut-être déjà très avancé, mais dans lequel je pense qu'il a un rôle majeur, et c'est un rôle relativement nouveau, parce qu'on intervient avant que cela soit une réalité. Vous dites c'est aujourd'hui, espérons que c'est, disons, plutôt demain. Merci. C'est une très bonne question. C'est un des grands enjeux. Comment est-ce que vous faites un travail de prévention? On a eu, le CICR, si je regarde ça, c'est parfois difficile, on a eu un succès il y a quelques années, c'est qu'on a réussi en prévention, avec évidemment les États, ça ne peut pas être nous, c'est les États, à au fond interdire les armes laser aveuglantes. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une très forte push pour que technologiquement apparaissent des armes qui pouvaient aveugler les gens. Donc vous tiriez, et puis ça aveuglait totalement les gens, ça détruisait complètement le regard des gens. Et puis on a réussi, bon, ça a été compliqué, hein, il y avait aussi, mais les États se sont mis d'accord à interdire ces armes-là. Et en fait c'est intéressant parce que ça se sait pas, mais c'est pas grave. Donc, le but c'est que ça se passe pas et que les États soient d'accord entre eux, hein, parce que c'est ça l'enjeu. Parce qu'évidemment l'enjeu c'est s'il y en a un qui développe, c'est fini parce que les autres veulent développer la même chose, hein, c'est ça l'enjeu. Sur l'intelligence artificielle, votre point est très juste. L'enjeu pour nous c'est de bien comprendre. Actuellement on discute avec les États, avec les experts qui sont en train de travailler là-dessus. Et puis évidemment, on est dans un monde où aujourd'hui, juste poser le cadre publiquement ne suffit pas. Il y a tellement de gens qui parlent, il y a tellement de voix. Donc en fait, l'enjeu pour nous, c'est si on veut intervenir et influencer, il faut qu'on réfléchisse vraiment comment on le fait. Et là, nous, on est assez convaincus qu'on doit mobiliser et on devrait avoir des champions qui le font en notre nom ou avec nous. Moi, j'aimerais vraiment avoir des pays non traditionnels, quand je dis non traditionnels, pas occidentaux, qui s'expriment sur cette question-là. Moi, j'aimerais que l'Inde, la Chine, la Russie soient des pays qui aient aussi des choses à dire par rapport à ça. Si on ne le fait pas dans une phase aussi polarisée, si c'est le CICR qui s'exprime, et puis derrière, il y a la Norvège et la Suisse, comme je disais, il y a peut-être encore 2 ou 3 qui disent bravo, vous avez raison, c'est pas du tout satisfaisant. Donc nous, on doit faire en sorte que, effectivement, y compris publiquement, on ait des États, j'allais dire, entre guillemets, d'un autre monde qui soit aussi sensible à cette question-là. Ou, si ce n'est pas les États, et là vous l'avez dit, des experts, des gens qui s'expriment par rapport à cette question-là. Mais pour l'instant, les avis sont très divergents hein, sur l'intelligence artificielle, même au niveau de la communauté internationale et la communauté des scientifiques. Pour l'instant, il n'y a pas du tout encore de vision commune sur cette question-là. Donc on est très intéressés, on va pousser, on vient alors d'avoir quelqu'un qui nous a rejoint, qui est une experte sur ces questions-là, pour nous permettre vraiment au plus haut niveau de pouvoir engager encore plus stratégiquement sur cette question-là. Donc vous allez nous voir sur l'intelligence artificielle, il n'y a aucun doute là-dessus. La question c'est vraiment, est-ce qu'on arrive à arriver avant qu'il y ait un État ou 2 ou 3 qui soit tellement en avance qu'il n'ait plus l'intérêt aujourd'hui de même chercher un compromis. Je pense que c'est un gros enjeu. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Excellente journée.